voir les choses telles qu'elles sont rend la vie presque intolérable. Moi, parce que je crois avoir vu, disons en partie, les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas pu agir. J'ai toujours resté en marge des actes. Alors, est-ce qu'il est souhaitable pour les hommes de voir les choses telles qu'elles sont? Je ne sais pas. Je crois que les gens en sont généralement incapables. Alors, il est vrai que seul le monstre peut voir les choses telles qu'elles sont, puisque le monstre, il est sorti de l'humanité. But some of your neurons right here in your motor cortex are going to send messages down when you move your arm like this. It's going to go down across your corpus callosum, down onto your spinal cord, your lower motor neuron, out to your muscles here, and that is electrical discharge. It's going to be picked up by these electrodes right here, and we're going to be able to listen to exactly what your brain is going to be doing. So now I want you to squeeze. Yeah, so right here, these are the motor units that are happening from her spinal cord out to her muscle right here. And as she's doing it, you're seeing the electrical activity that's happening here. Okay, I need one more volunteer. Okay, what is your name, sir? Miguel. Miguel, all right. You're going to stand right here. So Miguel, when you're moving your arm like this, your brain is sending a signal down to your muscles right here. I want you to move your arm as well. All right, so your brain is going to send a signal down to your muscles. And so it turns out that there is a nerve that's right here that runs up here that innervates these three fingers. And it's close enough to the skin that we might be able to stimulate that. So that we can do is copy your brain signal that's going out to your hand and inject it into your hand so that your hand will move when your brain tells your hand to move. And so in a sense, she will take away your free will, and you will no longer have any control over this hand, okay? You know, when you lose your free will and someone else becomes your agent, it does feel a bit strange. Okay, so relax. No, hit it again. Okay. Oh, perfect. Do it again. All right, so now your brain is controlling your arm, and it's also controlling his arm. So go ahead and just do it one more time. All right, so that's perfect. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de la radio-identification, souvent identifiée sous le sigle de RFID. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour mémoriser et transmettre des données qui sont stockées sur des radioétiquettes composées d'une puce électronique et d'une antenne, qui permet de recevoir et répondre aux requêtes radio émises depuis un émetteur-récepteur. Alors ces radioétiquettes, elles sont introduites dans des produits ou collées sur des objets, mais elles peuvent aussi être implantées dans des organismes vivants. On a le sentiment que c'est quelque chose de très nouveau, alors qu'en fait, ça existe depuis très longtemps. Oui, et comme notre émission parle de l'avenir, on va essayer de se concentrer sur ce que ça signifie pour notre avenir, tout ça. Mais en effet, comme toujours, les progrès techniques sont des choses qui apparaissent lentement. En général, il faut 40 ou 50 ans depuis la première idée jusqu'à la généralisation. Et en général, il faut trouver un cas particulier de départ qui est presque toujours une opération militaire. Dans ce cas-là, on ne manque pas à cette généralité. La RFID que vous avez parfaitement décrite comme étant une façon de reconnaître à distance un objet ou de l'identifier sans avoir lui demandé de sortir sa carte d'identité. Pour un objet, c'est rare qu'il ait une carte d'identité sur lui. Ça a commencé, en effet, pendant la guerre de 40, aux États-Unis, pour les combats aériens au-dessus du Pacifique, où il y a eu beaucoup d'accidents où les avions américains se sont entre-détruits, et où on a mis dans tous les avions de la flotte américaine des mécanismes qui permettaient de reconnaître les avions amis. Amis-ennemis. Et donc ça permettait au radar d'un avion de chasse de ne pas tirer sur un avion ami. Ensuite, ça a été d'ailleurs breveté assez tard, dans les années 60, aux États-Unis. Curieusement, ça a été breveté pour reconnaître des locomotives. Puis ensuite, ça a été généralisé ou utilisé d'abord pour l'identification du bétail.
et puis progressivement pour tout un ensemble d'autres activités. Mais alors j'imagine que depuis la guerre de 40 et les avions américains équipés de puces qui devaient être gigantesques par rapport à celles qu'on trouve aujourd'hui sur le bétail ou dans des produits de grande consommation. En fait, au début, dans les avions, c'était pas des puces, puisque c'était des gros machins, mais depuis que le microprocesseur existe, depuis le milieu des années 60, et que s'applique sur le microprocesseur ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire la réduction de moitié tous les 18 mois de la taille d'un microprocesseur, on a évidemment un changement considérable qui fait que progressivement c'est devenu des choses extrêmement petites, qu'on a pu même intégrer le lecteur et l'antenne et qu'on peut y mettre un nombre d'unités d'information de plus en plus élevé qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment un outil extraordinairement différent de ce que c'était au départ. But in the future, every square inch of every city will be alive with intelligence. Because every street and every building will have a network of microcomputers built right into them. Dr. Chris Piester calls it smart dust. A smart dust particle, or mote, is a wireless sensor with sensing, computation, communication, and power in one package. These all-in-one microcomputers will be small, very small. The size of a mote today is about the size of a grain of rice. And we've shown that we can make the circuitry small enough and light enough that eventually it will be possible to make things that are on a sub-millimeter size scale. Tiny specks of computer smart dust will form a vast invisible network that can help manage the infrastructure of even the largest city. Smart cities in the future will take this low-power, inexpensive, small technology and basically distribute it everywhere. These tiny computers record information about their surroundings, information they can send to other computers or to you. Smart dust on the tracks will monitor your commuter train so you know if it's running late. Potholes will be able to report themselves and warn your car, and you'll never have to wait for a radio traffic report again. They're monitoring the flow of traffic and giving you alerts about what route is the right way to go to keep the traffic moving. Bridges will get a coating of smart dust particles that can warn us when they detect stress fractures, helping avoid deadly collapses. But smart dust will also allow buildings and streets to recognize you and respond accordingly. I think increasingly the environment will respond to who we are and adapt in consequence. The city will know where you are if you want it to. Your workplace will know you. Smart dust at the entrance will boot up your computer. And smart dust embedded in the elevator doors will automatically ring your floor. Smart dust is going to sense the environment and allow us to improve the way that we live our lives. No matter how we live in the future city, it will be radically different. Alors aujourd'hui, les applications, ce sont par exemple le pass Navigo pour la RATP à Paris, des passes pour des bâtiments sécurisés, mais aussi des certificats d'authenticité qui sont insérés dans des produits de luxe, ou alors des étiquettes intelligentes utilisées pour la traçabilité des stocks dans les produits de grande consommation dans les supermarchés. Ce sont, si j'ose dire, des applications encore assez simples, assez bienveillantes. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité soit des objets, soit des personnes. Donc, tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître l'évolution des produits, les localiser. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites au milieu de la route? Je suis du centre d'idées. Vous êtes perdu. Vous allez à Fresno. Fresno, exact. C'est la route d'Albuquerque. Comment savez-vous qu'on est perdu? Les colis nous le disent. Les colis? RFID, il y a des puces sur les colis. Pour suivre la cargaison. Les colis savaient qu'on était perdu. Peut-être que les colis devraient conduire. Très drôle. Radio Frequency Identification, donc identification par radiofréquence. Un tag RFID est constitué de deux éléments, une puce et une antenne. Ces deux éléments vont être connectés ensemble et c'est ce qu'on va appeler l'étiquette électronique ou le tag RFID. À partir de là, on va avoir un système émetteur ou récepteur qui va s'appeler la station de lecture, qui va permettre de communiquer avec cette étiquette et on aura à ce moment-là un transfert d'informations qui va se faire entre l'étiquette RFID et la station de lecture. This
is Tile. Tile helps you find things. Anything. Stick it to your laptop and worry less. Attach it to your keys and never be late. Drop it in your purse and you're good to go. It works very simply. Finding things with Tile is easy. Through the Tile app on your phone, you can track distance to your lost item. The app shows you as you get closer. And Tile has other features too. You can log into your Tile account on anyone's smartphone to search for your items. And you can also activate a Tile to ring so you can find it by sound. Tile is affordable, and it's tiny. You can even securely share tiles with others using our cloud-based platform, which is great for families. No matter who used the car last, the keys can always be found. If your bike goes missing, you can mark it as a lost item. This puts all other Tile apps on the lookout for your Tile. If any Tile user gets within range of your bike, their phone will discreetly and securely communicate with our cloud system, and you'll be sent a notification of your bike's whereabouts. Let Tile find the small things, so you can find the big ones. Principe de base. Alors, à quoi c'est utile? En logistique. En logistique, vous mettez un RFID sur chaque boîte de conserve et vous pouvez savoir quel est l'usage, où est-ce qu'elles sont, chaque palette, où est-ce qu'elle est dans les déplacements. Vous mettez sur les animaux des puces RFID qui permettent de savoir, d'avoir une traçabilité en fait à la fois dans le prêt, à l'étable et même après jusqu'au niveau du découpage de l'animal, vous pouvez avoir une traçabilité. Et c'était très intéressant. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est l'intervention de M. Moreau, de la DGE, parce qu'il a bien fait comprendre combien était reconnu le pôle traçabilité de la Drôme, Valence Drôme, et il nous a bien laissé entendre que quand même, puisqu'il y a une candidature donc pour être pôle traçabilité nationale et que finalement nous avions beaucoup d'atouts pour oser prétendre être lauréat de ce pôle et être dans quelques temps reconnu comme pôle national au niveau de la traçabilité, ce qui donne encore plus d'envergure à notre pôle et surtout ce qui justifie les engagements qu'ont eu dès le début, que ce soit la région, que ce soit le département de la Drôme et l'agglomération valentinoise, pour d'abord soutenir le pôle traçabilité. Ensuite. Un bon exemple, c'est les tags dans les pneus, qui vont permettre d'assurer la traçabilité des pneus au niveau de l'utilisation par le client. Vous pouvez nous présenter des choses concrètes? Oui, alors en fait, en mettant des petites bornes de ce type-là, oui. Par exemple dans un service d'urgence, donc on dispose quelques bornes comme ça peut aller jusqu'à une par pièce. Et puis en équipant les patients de quelque chose comme ça, un bracelet, en fait sur le bracelet hôpital, nous ajoutons cette petite montre dans laquelle est embarqué le RFID actif. D'accord. Et sur cette base-là, le bracelet est détecté par la borne dans un rayon d'environ 30 mètres. Mais maintenant, on va parler presque directement des producteurs de données, c'est-à-dire des capteurs, de tous les objets qui sont capables de plus en plus de se connecter directement à l'Internet. Alors tout le monde rigole sur le frigidaire qui fait les commandes directes à Carrefour en fonction des usages. Bon, c'est une caricature, mais on s'aperçoit qu'en fait, on a de plus en plus autour de nous, et on aura de plus en plus, des outils communicants, des objets communicants capables de se brancher sur l'Internet et d'y récupérer ou d'y donner des informations. Ça se fait principalement par les réseaux hertziens, soit en mode Wi-Fi, soit avec des systèmes, des mesh networks, c'est un système qui s'auto-reconfigure. On peut imaginer des systèmes capables d'émettre à une distance d'1 mètre ou 2 mètres et qui vont être capables de repérer le nœud le plus proche dans cette distance-là et de reconstruire comme ça un réseau qui, à un bout de la piste, va être connecté à l'Internet. Et donc,
imaginez des capteurs comme ça, par exemple des capteurs environnementaux, des capteurs qui calculent le taux de dioxine, des capteurs pour le taux de CO2, la température, enfin. Accessoirement, c'est utilisé par les militaires, cette idée-là, pour avoir une vision du champ de bataille. Donc, derrière l'Internet des objets aussi, donc il y a des nouvelles reconfigurations de réseau, et puis il y a l'idée que chaque objet va avoir un identifiant. D'où le passage à ce qu'on appelle IPv6, donc qui va avoir des adresses Internet, des adresses IP, sur 32 bits, donc la possibilité de nommer des millions et des millions d'éléments. Donc on pourra penser que chaque objet sur la planète finira par avoir son identifiant Internet unique. Au cœur de l'Internet des objets, il y a ce qu'on appelle les RFID, Radio Frequency Identification. C'est l'idée d'une petite puce qui contient une information qui est lisible à distance, sans contact. Alors le problème, c'est que à partir du moment où ça peut être lu à distance et sans contact, celui qui a un RFID n'est pas forcément au courant que celui-ci est lu par un appareil. Minority Report, vous rentrez dans le magasin et comme il y a un RFID dans votre veste et que vous l'avez acheté dans ce magasin-là il y a 3 ans, la vendeuse vous dit « Bonjour monsieur le cronier, vous avez envie de changer de veste, je sens. » Bon. On peut imaginer toute une série donc, de modèles à la Minority Report comme ça, où nos objets nous trahiraient en permanence pour inciter donc, des systèmes d'influence, etc. Optimiser les stocks, dans le sens qu'on ait des stocks minimaux. Faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets. Permettre d'intégrer des processus de production. Oui, on parle d'un enjeu économique majeur dans la traçabilité des produits. Les réductions des coûts sont considérables. En termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Au pré avec sa mère, le poulain de 3 jours tangue sur ses pattes. La seringue pénètre sous la peau du cou. Injection rapide et indolore. Le vétérinaire vérifie son lecteur portable. Le numéro d'identification s'inscrit à l'écran. La puce est opérationnelle. Le lecteur transmet directement les données à l'ordinateur. Date de naissance, sexe, numéro des géniteurs, vaccination, allaitement, etc. Il sera désormais simple, en consultant les bases de données, d'assurer un suivi sanitaire rigoureux, de vérifier qui est le propriétaire du poulain et, en le scannant avec un lecteur portable, de l'identifier à tout moment. L'animal est entré dans le système. Il a le droit d'exister. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Les créateurs de cette puce minuscule à implanter dans l'être humain ont ici pignon sur rue en Floride. Ils ont accepté de nous rencontrer. La société Verichip. Dès l'entrée dans le bâtiment, notre attention est attirée par le logo de la compagnie, un cercle fendu d'une puce électronique qui ressemble à un œil braqué dans notre direction. Chez Verichip, les membres du personnel sont implantés, à commencer par le patron, Bill. Bill, vous avez une puce également. Oui, elle est juste ici à l'arrière de mon bras. Vous entendez ce bip? Un petit bip, et voici la fiche personnelle de Bill qui apparaît sur cet écran. Elle sort tout droit de la base de données médicales des êtres humains que gère cette société privée. Les employés Verichip ont également une puce RFID dans le bras. Enfin, à quelques exceptions près. Alison, vous avez une puce également dans votre corps? Non. Pourquoi pas? La plupart des gens ont une puce ici. Oh, c'est une démarche volontaire. Heureusement, je ne suis pas ce qu'on appelle un patient à haut risque et en plus je suis enceinte et le système n'est pas conseillé aux femmes enceintes. Avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins ou dans les magasins de grande surface
des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits devant lesquels vous passez. Ensuite, vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire. Et, en payant, mais sans s'arrêter à la caisse, vous voulez dire? Oui, on paiera, mais sans s'arrêter à la caisse. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Et je vais prendre l'éclair au chocolat, celui-là. 6,50 € s'il vous plaît. Bah dis donc, c'est ton truc l'éclair. Hein. Et tu crois pas si bien dire, regarde. Là aussi c'est éclair. Éclair. Attends, t'as payé là? Éclair. C'est génial ce truc. Éclair la vitesse. Non? Maintenant, pour vos achats jusqu'à 20 € avec votre carte bancaire, il y a le paiement sans contact. Posez, c'est payé. On télécharge. On pourrait même aller plus loin, parce que simultanément, on pourrait imaginer, on fera que votre frigidaire lui-même sera en permanence tenu à jour, qu'on sait ce qu'il y a dedans. Par des étiquettes intelligentes. Par des étiquettes intelligentes. Le frigidaire lui-même saura repérer tout ce qui est en lui et vous alertera sur ce qu'il faut acheter au moment où vous êtes dans le magasin parce que ça manque. Et au moment où vous aurez passé la caisse et où vous serez en train de partir, il vous dira quelle sera la nouvelle composition de votre frigidaire et si vous n'avez pas oublié le beurre ou les œufs ou autre chose qui est vital et qui n'est pas là. Mais alors ça c'est formidable pour aider les ménagères dans leur vie de tous les jours. Mais alors dans des applications peut-être moins prosaïques, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... on a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les échanges, mais ça on sait le faire autrement. Pour éviter des kidnappings. Autre avancée technologique qui fait débat, c'est le moins que l'on puisse dire. À Paris, une crèche veut tester à partir de l'an prochain la surveillance électronique des enfants. Comment? Tout simplement en installant une puce dans leurs vêtements. La plupart des parents sont réticents. Ils ont le sentiment que c'est un bon moyen pour faire des économies de personnel. Laetitia Legendre, Mathieu Biardel. Elles facilitent les trajets en transport en commun, permettent d'éviter les attentes au péage. Implantées à même la peau pour tracer les chevaux de course ou dans un bracelet pour veiller à la sécurité des nouveau-nés, les puces électroniques envahissent notre quotidien et pourraient même s'inviter dans les crèches. Une expérimentation dans une structure qui n'est pas publique débuterait l'an prochain afin d'assurer la sécurité des bambins. Réaction mitigée ce matin du côté des parents. Je pense que c'est complètement inutile, qu'on n'a pas besoin de ça et qu'on a des super nounous qui s'occupent très bien de nos enfants et ça suffit amplement. Je ne sais pas comment on va le faire dans les vêtements, dans les souliers, aucune idée, mais d'abord pour moi c'est plutôt une idée positive que négative. Ouais. Grâce à une puce implantée dans un vêtement porté par chaque enfant, les déplacements des petits pourraient être ainsi suivis et les parents alertés si leur progéniture quitte la structure. Les crèches étant des lieux particulièrement sécurisés, certains s'interrogent sur sa légitimité. Il y a tellement de sas avant de pouvoir entrer dans une crèche, de codes, etc., que franchement, il n'y avait pas moyen déjà pour les étrangers de rentrer, encore moins pour les enfants de sortir. On n'est pas débordé, on est un adulte pour 8 enfants, on est bien organisé et je ne pense pas que ça soit nécessaire. Forte opposition aussi du côté de la mairie de Paris. On est dans une dérive qui est inquiétante.
d'une société de surveillance et de contrôle, alors que les crèches, au contraire, doivent être des lieux d'éveil et d'éducation des enfants. Donc, en ce sens, nous estimons que c'est un non-sens total. De leur côté, les syndicats craignent que ce système entraîne des réductions de personnel et s'effectue au détriment de la relation avec l'enfant. On pourra le faire et beaucoup de parents pourront le vouloir, suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. À l'école? À l'école, suivre en permanence. On peut aussi imaginer implanter une puce sur un enfant ou un adulte et installer des lecteurs un peu partout dans la ville, dans les boutiques, les édifices publics, etc. Au moment où la personne implantée passera à proximité d'un de ces lecteurs, le dispositif détectera automatiquement sa présence, lui transmettra l'information à une base de données qui permettra de localiser la personne en temps réel. Le GPS sera de ce point de vue quelque chose qui sera parallèle à l'RFID, même si l'un et l'autre vont se mêler de façon assez particulière. La prochaine étape à court terme sera la combinaison de la technologie RFID et du GPS. Si vous êtes menacé, vous appuyez sur le bouton d'urgence de cet appareil de localisation qui n'est autre qu'un objet du quotidien. En appuyant sur le bouton, vous déclenchez en 7 secondes une alarme et un appel téléphonique qui retentissent ici dans nos bureaux et provoquent automatiquement une réaction de nos services pour vous localiser avec une marge d'erreur de moins de 12 mètres. Le RFID et le GPS sont deux technologies qui ont déjà commencé à converger. À moyen terme, il y aura beaucoup plus de produits qui combineront ces deux technologies. Dans les années à venir, le développement du GPS et du RFID amènera de nouvelles applications qui répondront à de nouveaux besoins. Et ensuite, on pourra aussi suivre des gens qui seront en situation de demander à être suivis. Par exemple, tous les gens qui pourront avoir des troubles de mémoire ou évidemment les débits ou dans une incapacité physique ou mentale. Des activités physiques mentales et qui demanderont à être suivis. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait stocker sur soi toutes les informations relatives à votre état physique pour ne pas avoir à accumuler des radios, des diagnostics et tout posséder en permanence sur soi? To think something so small can connect you to everything that matters. When your life and all you love are on the line. HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records. Mexico a été précurseur sur cette technologie, grâce à une entreprise mexicaine et des ingénieurs mexicains pour des applications au Mexique. Rien qu'à Mexico, on dénombre 1 millier de personnes implantées, principalement pour des raisons médicales. Si j'ai par exemple un accident, les urgences ou les médecins de l'hôpital qui m'accueillent ont juste à appuyer sur le bouton qui est ici pour récupérer automatiquement un numéro spécifique et unique de 16 chiffres. Relié à une base de données, ce numéro permet d'accéder aux données personnelles du patient, à son identité, comme son nom, son âge, son état de santé, ses antécédents, le type d'assurance dont il dispose, les données personnelles, qui prévenir en cas d'urgence. Les implants et l'utilisation de ce dispositif existent depuis 2004. Nous avons donc déjà pas mal d'hôpitaux équipés, des assurances, également des cliniques privées, des consultants et des médecins privés.